commencer. Bienvenue à tous. Je suis ravie de voir que vous êtes aussi nombreux pour ce webinaire avec Eva Joly. Mon nom, c'est Lucie Imbeau. Je suis candidate aux élections des conseillers des Français de l'étranger sur la liste Mouvement pour l'écologie et la solidarité qui est soutenue par Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise dans la circonscription Montréal-Moncton-Halifax. Et ce webinaire est aussi organisé en collaboration avec la liste Europe Écologie Les Verts de Québec et de Toronto. Donc, c'est dans le cadre de cette élection que nous recevons aujourd'hui Eva Joly pour discuter d'éthique. Je vais juste vous donner quelques informations pratiques avant de commencer. Nous allons débuter par environ une demi-heure de discussion avec Eva Joly sur la base de quelques questions qui seront posées par mon colistier Thibault. Et puis, dans la deuxième partie du webinaire, ce sera pour les questions du public. Donc, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat du Zoom. Donc, le chat du Zoom, vous pouvez y accéder par le petit bouton. Alors, ça s'appelle converser ou discussion ou chat, dépendamment de la langue de votre ordinateur. Donc, en bas de la fenêtre Zoom. Sinon, il y a aussi le Facebook Live sur la page Facebook de la liste Mouvement pour l'écologie et la solidarité. Vous pouvez envoyer vos questions dans les commentaires et puis elles seront posées à Eva Joly dans la deuxième partie du webinaire. Donc voilà, je pense que vous avez toutes les informations importantes. Je passe la parole à Thibault pour la suite. Merci et bonne conférence. Alors, bonjour à tout le monde. Merci, Lucie. Il me revient donc la tâche un peu exigeante de tenter en quelques minutes, en quelques mots, de résumer votre biographie à vous, Eva Joly. Alors, avocate de formation, vous êtes rapidement spécialisée dans les affaires financières avant de devenir juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris. Vous avez enquêté sur de grandes affaires telles que le scandale financier de la compagnie pétrolière publique française Elf Aquitaine, ce qui vous a fait connaître pour votre engagement dans la lutte contre la corruption et la fraude. Votre double nationalité norvégienne et française ne se reflète pas juste dans votre accent, mais aussi dans votre parcours, puisque vous avez été amenée à être conseillère spéciale auprès du ministre norvégien du Développement international. Vous avez aussi été membre de la commission gouvernementale sur la fuite des capitaux en provenance des pays pauvres. Élue députée européenne en 2009, vous vous investissez particulièrement dans la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Vous remportez la primaire d'Europe Écologie Les Verts en 2011 et devenez candidate à l'élection présidentielle française en 2012. Depuis 2015, vous êtes commissaire à la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises. On aura l'occasion d'en parler un peu après. Et vous y travaillez avec de grands noms tels que, pour les citer rapidement, Gabriel Zucman, Joseph Stiglitz et Thomas Piketty. Alors, en plus de cet impressionnant CV que, dès le départ, que je résume à outrance et qui en dit long sur la vigueur de votre engagement, vous avez publié de nombreux ouvrages. On notera notamment en 2016 Le loup dans la bergerie, où vous faites une analyse critique de Jean-Claude Juncker en tant que président de la Commission européenne, et aussi le thriller politico-financier publié en 2017, French Uranium. Alors, Eva Joly, bonjour. Alors, votre micro est coupé pour commencer. Alors, voilà, bonjour. Bonjour Thibault. Oui. Alors, écoutez, vous le savez, le thème de cette conférence, c'est l'éthique. Alors, toute votre vie, vous êtes engagé contre les inégalités, contre les injustices. Et donc, moi, j'ai un peu envie naturellement, là, pour commencer notre entretien, de vous poser une question un peu plus fondamentale. Qu'est-ce que c'est pour vous que l'éthique, et je préciserai ma question, qu'est-ce que c'est pour vous que l'éthique en 2021, à l'époque dans laquelle on vit? Bon, donc je dirais que la question de l'éthique et l'éthique en politique, elle n'est pas du tout, c'est pas du tout une question inconnue ou une question neuve. Chacun se souvient de Machiavel qui, en 1513, dans l'ouvrage de référence, toujours, livre de chevet pour tous ceux qui veulent faire une carrière politique, explique que les normes morales, la bonne conduite, ce n'est pas suffisant pour les princes si on veut conquérir le pouvoir,
tenir sa parole, être amical, tout ça, ce n'est pas des valeurs qui portent. Et je trouve pour nous, en 2021, après toutes les crises que nous venons de traverser, ou avec le Covid, parce que ce n'est pas malheureusement pas encore fini, et surtout après la période trumpienne aux États-Unis, nous avons touché de près l'immoralité totale au pouvoir. Et on a eu la possibilité de voir l'homme qui dirigeait la première puissance mondiale, qui ment, qui fait des mensonges nombreux tous les jours, et qui nie la science, qui nie les changements climatiques. Bon, et donc, nous l'avons expérimenté. Nous avons aussi vu que l'intérêt général ne le préoccupait pas, la science ne le préoccupait pas, la politique étrangère, il ne connaissait pas, il ne lisait pas ses fiches, on pouvait même se demander s'il savait lire. Je veux dire, il négligeait absolument tout ce qui était connaissance. Il punissait les gens, les scientifiques qui prétendaient ou qui disaient qu'il y avait un changement climatique en cours. Bref, c'est la négation d'une conduite morale. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être un minimum éthique? Moi, je dirais déjà de respecter les lois en vigueur, c'est-à-dire pas tricher, pas mentir. Et finalement, on revient à une notion qui est devenue très démodée, qui est la morale, qui est le fait qu'il y a une différence entre ce qui est bien pour la collectivité, donc pour moi c'est ça le bien, et le mal, c'est-à-dire ce qui est bien que pour moi, ou pour Stefan Schwarzman, le patron de BlackRock, ou pour mes amis golfeurs de Floride. Et donc, ces valeurs-là avaient disparu avec toutes les conséquences immenses que ça a eu pour notre planète, c'est-à-dire le non-contrôle de l'épidémie aux États-Unis, où elle a sévi beaucoup plus sévèrement que nécessaire parce qu'il pensait que c'était mauvais pour lui électoralement de tenir compte de ce qu'ils disaient les scientifiques. Donc, je pense qu'on a eu donc une espèce de contre-exemple total. Alors, vous me direz, quand même, il y a bien une question de morale en politique. Par exemple, nos élus, on aime qu'ils soient transparents, on aime qu'ils ne piquent pas dans la caisse, qu'ils ne dilapident pas les fonds qu'on leur confie. Et souvent, on pense aux députés anglais qui ont été pris en train de financer, je ne sais pas moi, le petit mar à canard dans leur propriété, ou n'importe quoi d'autre. Donc, certes, c'est important. C'est important pour la confiance, c'est important pour la démocratie qu'il y a une transparence. Mais ce que je veux dire tout à l'heure, c'est que ce n'est pas tout. Il ne suffit pas d'être rigoureuse avec les fonds publics si vous n'avez pas la vision plus large, et notamment, pour moi, le respect de la science et des données. Et juste maintenant, ce qui est de plus important, évidemment, qui domine tout, c'est la lutte contre le changement climatique. Et c'est pourquoi nous sommes importants, nous les Verts, parce que nous portons ce combat depuis 40 ans et que nous le portons vraiment. Parce que la négation du changement climatique, qui a fait que les émissions de CO2 en 2020, malgré l'arrêt Covid, ont encore augmenté dans le monde de 2%, comme vous le savez. Donc, pour moi, c'est de ne pas agir sur l'avenir alors que vous le pouvez dans la position que vous avez, de ne pas faire ce que vous pouvez pour contenir ces gaz à effet de serre. Et
Et donc, je vais partager avec vous une bonne nouvelle qui, en fait, date d'hier, mais qui est publiée aujourd'hui dans la Financial Times. Donc, je vous recommande d'acheter le Financial Times en sortant de ce déjeuner. C'est que l'IAE, c'est-à-dire l'Institut international de l'énergie, vient de décider, de recommander de mettre fin en 2021 à l'exploration de nouveaux sites de gaz ou de pétrole. Et ça, c'est une énorme surprise pour le monde entier. Pour Shell, pour Equinor, pour toutes les grandes compagnies pétrolières qui, malgré l'évidence du fait qu'il fallait s'arrêter, ont continué l'exploration. Et je prends référence dans mon autre pays, la Norvège, qui pourtant est un pays très démocratique, très sage, très transparente. Personne ne détourne 10 euros. Par contre, ils ont envie de forêts dans le Grand Nord. Ils ont envie de découvrir des nouveaux gisements dans un endroit très vulnérable pour la nature, pour la flore, la faune, et où naissent aussi une énorme partie des poissons du monde entier. Tout ça pour extraire les dernières gouttes de pétrole de notre terre. Et donc, je pense que la sémence de IAE aujourd'hui est vraiment bienvenue. Ça va nous aider, ça va mettre de la vitesse dans ce nécessaire changement. Notre monde est caractérisé aussi par une énorme inégalité. Cette inégalité, nous la devons à 2 ou 3 hommes et femmes politiques, à quelques économistes qui pour moi portent de très lourdes responsabilités. Je pense à Margaret Thatcher, à Ronald Reagan, à Friedman, qui ont mis en œuvre une politique de moins d'État, moins d'État, moins d'État. L'État, c'est le mal, l'État, c'est le problème. On va gérer l'État comme une entreprise, on va diminuer les impôts. Cette politique, donc introduite en fin des années 80, a entraîné une augmentation des inégalités colossales, a fait stagner la classe moyenne américaine, même perdre de pouvoir d'achat, au détriment ou au profit du 1% les plus riches qui se sont énormément enrichis. Sous Trump, cela s'est accéléré. Il a encore réduit l'imposition sur les riches, sur les ultra-riches et sur les multinationales. Est-ce que le soleil est gênant? Vous voulez que je baisse le store? Non, je pense que de mon côté, ça va. D'accord. Et donc, il a continué ce qu'avait initié Reagan et où Obama, malheureusement, n'a pas pu redresser la barre parce qu'il n'avait pas, comme vous le savez, le Congrès avec lui. Et donc, ces inégalités faisaient qu'en 2019, qui sont les derniers chiffres que j'ai, aux États-Unis, les 0,1% de la population payait moins d'impôts en pourcentage que la classe moyenne. Donc ça, c'est établi dans un livre remarquable que je vous recommande de lire, de Gabriel Zucman, qui s'appelle « Le triomphe de l'injustice ». Vous savez que ce même Gabriel Zucman a aidé Elizabeth Warren à rédiger le programme économique des démocrates. Et pour moi, il a influencé la vision du Parti démocrate du monde et des impôts et du rôle des impôts. Et je voudrais vous faire partager mon étonnement, mon bonheur, mon espoir dans le nouveau président américain Joe Biden. D'abord, dans les mesures qu'il a prises immédiatement en arrivant au pouvoir, c'est-à-dire le retour du multilatéralisme, le retour des États-Unis à l'OMS et dans tous les autres organes, dans l'OTAN, mais surtout la décision de lutter contre la pauvreté et contre les inégalités
il augmente les salaires et il fait un plan de relance, un plan de relance de 5, quelque chose trillions de dollars, c'est-à-dire un plan de relance de 25% du GDP américain. Pour comparer, l'Europe, qui est à peu près comparable, hein, légèrement plus petit, notre plan de relance à nous, c'est 750 millions. Donc, si vous voyez, c'est un facteur 8 d'écart. Mais ce n'est pas le tout. Donc là, il lance un énorme plan d'infrastructures, parce que les infrastructures américaines sont très obsolètes. Aussi, une grande partie de ce fonds doit être investie dans la transition écologique et dans la lutte contre la pauvreté. Bref, tout ça, c'est déjà remarquable. Mais ce n'est pas ça que je vais partager avec vous, parce que ça, vous le savez déjà, vous l'avez compris. C'est le fait qu'il a décidé de mettre un taux d'imposition minimal pour les filiales américaines, qui se trouvent beaucoup en Europe, mais aussi ailleurs, de 21%. Alors, ça a l'air peut-être de pas grand-chose, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les grandes entreprises américaines comme Apple ou Amazon ou Google ne payent presque pas d'impôts, nulle part. Avec cette décision unilatérale d'imposer à 21% Apple en Irlande, par exemple, ça veut dire que s'ils obtiennent de ne payer que 3% ou 0,5% en Irlande, ils verseront la différence à Washington. Donc, ça veut dire que l'utilisation de paradis fiscaux n'a plus d'intérêt pour les entreprises parce qu'en tout état de cause, ils payeront 21%. C'est une révolution. Et c'est surtout une révolution parce que ça fait plus de 40 ans qu'il y a une compétition acharnée vers le bas et que les pertes de recettes pour tous les pays au monde sont tremendous. J'ai regardé par exemple pour le Canada, avec cette seule règle, vous pouvez recouvrer exactement 10,4 milliards de dollars. Et pas simplement, il crée cet impôt, il va par là décoincer les négociations à l'OCDE. Après la crise financière de 2007-2008, quelques années après, quand on a compris le rôle très négatif dans cette crise des paradis fiscaux, le G20 a chargé l'OCDE de régler le problème et de trouver un taux d'imposition minimal dont le produit doit être réparti entre les différents pays et aussi au profit des pays en voie de développement. Simplement, 7 années après, l'OCDE n'avait pas réussi à trouver un consensus, parce que vous savez que c'est une institution consensuelle, et que c'était beaucoup de travail, mais pas de résultats, notamment parce que les États-Unis bloquaient. Là, les États-Unis ne vont plus bloquer ces négociations. Nous pensons que lors de la prochaine réunion du G20 au mois de juillet, les pays du G20 vont déjà prendre l'engagement d'appliquer chez eux ces taux minimaux. Et dans le groupe du G20, vous avez des pays européens, et les pays européens vont aussi donc pouvoir imposer enfin les entreprises, parce que vous savez, et notamment ceux qui ont lu mon livre « Le loup de la bergerie », l'Europe a été dominée beaucoup par les paradis fiscaux en son sein, et notamment par le Luxembourg, qui tient quelque chose comme 40% de ce recette
du fait de voler le produit fiscal d'autres pays. Donc, cette décision que Biden a prise unilatéralement, il ne dit pas « je vais le faire si vous le faites », il dit « je vais le faire et je le fais dès que le texte est passé au Congrès », va entraîner pour le G20 sans doute l'adaptation des mêmes règles. Et cela permettra d'assurer en Afrique, où le taux moyen est à 27%, de pouvoir protéger ce taux pour qu'il n'aille pas plus bas. Ça va permettre en Europe de débloquer des négociations qui sont en cours aussi depuis très longtemps et auxquelles j'ai participé. On appelle ça l'ACCIS ou le CCCTB, c'est le Common Consolidated Corporate Tax Basis, c'est-à-dire se mettre d'accord sur ce qui est taxable et quel pourcentage d'impôts payer. Je vous parle de tout ça parce que rien n'est possible s'il n'y a pas d'impôts. S'il est possible pour les multinationales et pour les personnes riches de ne pas payer d'impôts, ça donne des services publics de piètre qualité et ça donne ce que nous avons vu en Caroline du Sud au moment de la tempête Katrina, où on a vu les conséquences de cette politique minimale de services publics et on n'a pas su secourir les victimes, rien ne marchait et c'est un scandale dans le scandale, pas simplement la tempête, ça c'est un phénomène naturel, mais ensuite l'absence de secours des pauvres en Caroline du Sud, là c'est un problème créé de toutes pièces par l'inanité de services publics. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'on parle de morale en politique, on ne peut pas que regarder les frais des députés, on ne peut pas simplement regarder leur enrichissement personnel, qui certes est important pour la confiance publique dans les institutions de la démocratie. Et je veux ici rappeler qu'en France, après l'affaire Cahuzac, nous avons créé des institutions remarquables, comme la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, qui oblige maintenant 15 000 élus et autres fonctionnaires à déclarer leur intérêt et leur situation de fortune. Et où la fausse déclaration, c'est-à-dire vous oubliez de déclarer votre villa en Grèce, c'est la même peine que la corruption. La corruption simple, c'est 5 ans. Et donc, c'est un instrument formidablement efficace. Cet même instrument a été employé aussi en Grèce, qui a une classe politique très corrompue et où les procureurs n'arrivaient pas à prouver vraiment la corruption. Par contre, ils arrivent bien à prouver que les hommes et femmes politiques n'ont pas déclaré l'intégralité de leur patrimoine. Donc ça, c'est un grand pas en avant. Et donc, pour moi, les hommes et femmes politiques aujourd'hui portent une responsabilité beaucoup plus grande que ceux des générations d'avant et même des décennies d'avant, parce que nous sommes les derniers à pouvoir changer le cours des choses. Nous savons que ce changement climatique s'accélère et nous savons que nous devons atteindre la neutralité carbone en 2050 et sa réponse sur nous. On ne peut pas compter sur les multinationales, on ne peut pas compter sur le bon vouloir, ça ne marchera pas. Il faut des règles, des contraintes, il faut passer la vitesse supérieure, il faut réduire le charbon de 90%, il faut réduire le pétrole de 75%, nous le savons et il faut le faire et c'est nous qui le ferons. L'Europe a l'année dernière pris une initiative remarquable qui fait aussi que ça donne de l'espoir, comme Biden, c'est sa taxonomie, c'est-à-dire que toutes les politiques de l'Union doivent s'inscrire soit pour réduire le réchauffement, soit le mitiger, soit œuvrer pour la préservation de la biodiversité, la qualité de l'eau ou l'économie circulaire. Il y a 6 objectifs, il y a énormément de décrets, ce qui fait que normalement, ne trouveront financement que les projets verts, ce qui va aussi maintenant assécher les financements pour trouver du pétrole ou du gaz. Je pense que je parlais
la demi-heure qui m'était impartie. Alors, Oui, le rôle de l'opinion publique est fondamental. Et c'est là aussi où nous sommes importants. Et vous êtes important. Il faut travailler avec la société civile, les ONG, car si aujourd'hui, l'Agence d'énergie internationale finit par décider qu'on ne peut plus chercher du pétrole, c'est parce que l'opinion publique l'exige. Et donc, j'invite tous les Français qui m'écoutent à voter pour la liste donc portée et soutenue par ELV avec les autres forces de gauche pour que aussi au niveau consulaire, les valeurs que nous portons de solidarité, d'égalité, mais aussi de changement du monde prévalent. merci beaucoup, Eva Joly. Je trouve que vous avez établi une précision qui est assez intéressante sur l'éthique. Vous dites qu'avoir un comportement, j'ai envie de dire presque déontologique, ça n'est pas suffisant. Il faut lutter contre les injustices, les inégalités. Nous, c'est un peu le sens de notre engagement d'ailleurs dans ces élections. Alors, nous, c'est un grand honneur de vous voir nous soutenir aujourd'hui. Alors écoutez, moi, j'avais une autre question, encore un peu d'actualité aussi, parce qu'il y a une situation qui nous est commune. Alors, on est à peu près à 6 heures de décalage horaire environ. Et pourtant, on vit une réalité assez similaire, hein, celle des restrictions de liberté, des mesures sanitaires qui nous touchent tous. Et il y a ce mal commun donc, qui touche une grande partie de l'humanité, si on peut le qualifier ainsi. Et il y a une réponse, c'est les vaccins. Alors, vous avez parlé avant de Joe Biden, puis du renversement incroyable qu'il opère par rapport d'abord disons, l'impact qu'avaient les États-Unis sur le monde. Puis, bon. Et lui, il propose quelque chose d'intéressant sur lequel j'aimerais un peu vous entendre parler. Il propose de répondre à ce mal commun, finalement, par un bien commun qui serait celui des vaccins. Alors, il propose la levée des brevets. Nous, on a vu que le Parlement européen, au début, avait voté contre la levée des brevets. Puis, il y a comme un retournement qui semble s'opérer tout de suite. Je crois qu'on a vu un peu un 180 degrés de la France. Alors, j'aimerais bien vous entendre parler sur cet élément-là. Quels sont vos enseignements? Et est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, disons dans quelques années, cette décision, si elle s'applique, quelles sont les implications qu'elle pourrait avoir? C'est une idée évidemment très importante et que Biden le propose, que les États-Unis le proposent, qui est la patrie de beaucoup de grandes sociétés pharmaceutiques, est remarquable. Et ça veut dire que nous allons les priver des revenus extravagants qu'ils auraient tirés de ces vaccins. Nous savons que Pfizer, les résultats, c'est je n'ai pas vérifié, mais ça doit être de l'ordre de 10 milliards déjà pour ces quelques mois en 2021. Et donc, on voit bien que vacciner que la population riche est une absurdité parce que nous vivons dans un monde complètement interpénétré. En Angleterre, par exemple, une grande partie de la population a de la famille aux Indes. Il y a un échange, il y a des Indiens qui arrivent tous les jours et la variante anglaise, en variante indienne ne s'arrête pas aux frontières. Donc, aussi longtemps qu'on laisse 1,4 milliard de personnes développer la maladie et donc laisser le virus muter, c'est un danger absolument. Donc, l'intérêt bien compris des Américains et des Anglais et des Européens, c'est évidemment que tout le monde soit vacciné et que pour tout le monde soit vacciné, il faut lever le brevet parce que la situation est exceptionnelle. Mais il faut aussi que nous utilisons ce moment pour réfléchir comment nous finançons la recherche. Parce que c'est là, la recherche Pfizer ou Moderna, c'est un mélange. C'est beaucoup d'argent public. On se souvient que Trump a fait un chèque de 100 millions à Moderna. Et donc, il n'y a pas de retour de l'investissement public dans les bénéfices des sociétés, des compagnies pharmaceutiques, parce qu'en plus, comme elles font la planification agressive
avec les paradis fiscaux, ils ne payent pas d'impôts, donc il n'y a même pas le retour par les impôts. Je me souviens avoir rencontré à Yale en 2011 un professeur qui s'appelle Thomas Pogge, d'origine allemande, et il m'avait parlé, lui, d'un modèle qu'il avait développé de financement alternatif de la recherche. Alors, je ne me rappelle pas des détails, mais ça se retrouve. Mais il voulait réglementer et comment on finance la recherche, donc avec un mélange d'argent public et privé, mais comme ensuite on permet d'amortir le nouveau produit normalement, mais en sortant la part que le public a mis dedans. Donc je pense que ce modèle est très intéressant et qu'il faut que nous retravaillions sur un modèle alternatif. Parce que ce que nous voyons, c'est que la recherche publique a à peu près disparu et donc elle est très affaiblie en tout cas. Et donc c'est la recherche privée et on ne peut pas se priver de cette recherche. Nous avons besoin d'adapter nos vaccins perpétuellement, par exemple. Et donc, je pense qu'il est important de trouver ce modèle et l'imposer politiquement. Et je pense que le moment est là pour cela. Sinon, pour la maladie, il faut aussi chercher des traitements. Le vaccin est fondamental, mais on peut aussi travailler à trouver un traitement pour les gens qui sont tombés malades. Et on voit aussi ici combien l'insuffisance des services publics est grave. Et notamment en France, on voit la fatigue incommensurable des personnels qui travaillent dans les services de réanimation et comment les valeurs fondamentales ne sont pas en place, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés à l'auteur de services qu'ils rendent à la société. Et voilà. Donc, il faut espérer maintenant que l'Europe prend le lead et n'essaye pas de diminuer les propositions de Biden vers le bas, ce qu'on peut craindre, et que de cette crise, on va voir la classe moyenne et la classe ouvrière américaine se guérir de la souffrance dans laquelle elle est. On va voir une société beaucoup plus protectrice se mettre en place avec beaucoup plus d'espoir et beaucoup plus de travail. Et il faut aussi que l'Europe enclenche et suit ce mouvement. Et ça n'a pas été le discours de notre ministre des Finances et notre président dans un premier temps. Mais je compte sur le mouvement pour les y entraîner. C'est intéressant parce que vous parlez aussi du fait que je pense que longtemps la dynamique avait été résumée comme ça, on parlait de socialisation des risques et privatisation des bénéfices. Alors, ça a fonctionné comme ça. Et surtout, les ressources de la terre n'ont jamais été chiffrées. Hein? C'est-à-dire, quelle est la valeur du fait que les abeilles fructifient pour nous, quelle est la valeur de la forêt amazonienne comme forêt et non pas comme bois ou comme terre. Et tout cela ne figure pas dans l'économie. L'économie est une science terriblement imparfaite, terriblement aveugle et malheureusement terriblement au service des puissants. Alors, j'en profite là entre deux interventions pour dire aux personnes qui sont sur le chat, qui sont sur Facebook, qu'ils peuvent venir vous poser des questions. On va commencer la période de questions. Alors, on demande aux gens de décrire leurs questions, puis moi je vais les organiser en bloc de questions et je vais vous les poser. Alors écoutez, moi ma dernière question à moi, j'ai envie de vous poser parce que le temps file, j'en aurais eu plein d'autres, mais c'est... bon, vous savez, nous, donc ici, on s'engage aux élections consulaires, puis le premier parti ici, habituellement, c'est l'abstention. Bon. Et en France, on a vu ces dernières années, mais je ne dirais pas que juste en France, mais bon, en particulier, disons, des tensions démocratiques, dans le sens où il y a un certain nombre de personnes qui ne rentrent plus dans le processus démocratique, ne se sentent plus représentées, pensent
que plus rien n'est possible. Bon. Et on a eu des mouvements comme le mouvement des Gilets jaunes, on a eu ce genre d'incarnation de cette difficulté démocratique, de cette crise démocratique. Alors, moi, j'aimerais un peu connaître vos enseignements à vous et qu'est-ce que c'est votre opinion. Qu'est-ce que vous diriez à une personne, mettons, qui pense que plus rien n'est possible, que les discours réactionnaires, etc., qui remplissent l'espace public ne permettent plus une action de progrès? Je pense d'abord qu'il faut poser les diagnostics. C'est que cette fatigue démocratique, elle a des vraies raisons. Lorsqu'on voit aux États-Unis le Grand Old Party tomber en limbo et devenir le parti de Trump, que dire aux gens? C'est que, et en France, je pense qu'il y a eu une déviance de la vie des partis, une déviance notamment des partis socialistes, qui a oublié qu'elle devait représenter l'intérêt général, et elle s'est engagée après Tony Blair dans une forme de libéralisme contrôlé. Et les gens se sont dit que rien ne change, que les salaires des aides-soignants ne montent pas, que les salaires de ceux qui aident à domicile, on peut à peine en vivre, alors que ceux qui sont dans la finance ont des salaires mirobolants. Et donc, ça génère cette impuissance parce que, quel que soit le changement politique, ça continue comme avant. Et on l'a vu avec l'arrivée au pouvoir de François Hollande, qui avait fait des déclarations très prometteuses. La finance, c'est mon ennemi. Ce qui m'avait fait que je pouvais me retirer et recommander au vert de voter pour lui, parce que ça fait longtemps que j'ai identifié que ce sont les sources de beaucoup de maux, c'est là. Et de voir que finalement, il écoutait les 17 heures du soir et que sa loi de séparation bancaire, par exemple, n'en était pas une, et que arriver à bouger est terriblement difficile parce qu'il y a une maladie aussi dans le parti politique qui est que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu portes, ce que tu veux faire, c'est de gagner le pouvoir. Et du coup, le jeu politique devient très souvent des jeux incompréhensibles pour les citoyens. C'est des billards à quatre bandes. Et je pense qu'on a manqué d'hommes politiques, de femmes politiques avec des visions et qui a fait ce qu'il fallait pour y aller, qui n'a pas cédé devant there is no alternative. Hein? Et cette idée, et quand on voit aujourd'hui, quand on pense qu'on a fait du contre-cycle au niveau de l'Union européenne, qu'on a laminé la Grèce avec une position purement idéologique. On ne peut pas dépasser les 3% d'endettement annuel et 20% de dette globale. Aujourd'hui, on a pris encore 20% d'endettement en France pendant l'année Covid et on avait pris 20 points pendant la crise financière. Et on voit bien que le pays ne s'écroule pas, que donc c'était complètement idéologique. Ce n'est que maintenant mais l'espoir maintenant, c'est qu'il faut porter ce changement maintenant. Et donc, au niveau de lutte pour le climat, mais aussi pour la justice sociale. Il faut arrêter de croire qu'il y a des gens qui méritent, comme Stefan Schwarzman de BlackRock. Je crois qu'il est marche, lui, à 256 millions de dollars par an. Et, ou les private equity funds. Là, il faut lire Ludovic Philippot, économiste français qui travaille à Oxford, qui a passé 15 ans de sa vie à étudier le private equity. Et il dit très clairement, ils n'ont aucun intérêt social. Ceux qui investissent dans les fonds Apollo n'ont pas
1 cent de plus que s'ils achetaient l'index à Wall Street. Par contre, ils payent net après les fees. Par contre, c'est une usine à fabriquer des milliardaires. Et donc, c'est égoïste. Et pourquoi est-ce qu'on laisse faire ça? Pourquoi on laisse dépouiller les retraités? Vous savez que le fonds de l'ONU, le fonds de retraite de l'ONU est géré par Apollo, par l'horrible Léon Black, qui maintenant part parce qu'il a été pris dans le scandale Epstein. Mais bon, c'est pas satisfaisant. Donc, on a laissé tout ça. On a, je pense, comme Julia Cagé et Zuckman, par exemple, la démocratie américaine, aucune loi ne passait qui n'était pas approuvée par le 1% des plus riches, que le mode de financement de la campagne électorale américaine est malade. Vous savez que depuis Obama, il n'y a plus de plafond parce qu'en fait, il renonce au financement public. Et du coup, vous savez combien coûte la campagne présidentielle américaine? C'est genre 6 milliards de dollars. Donc, 6 milliards de dollars, vous ne l'avez pas. Peu de gens l'ont. Et donc, cette campagne, elle est nécessairement financée par les grandes banques, par Goldman Sachs, par la pharmacie, par les multinationales. Et une fois que vous êtes élu, est-ce que vous voyez en train de réformer le système qui fait que vous êtes élu? Très difficile. Donc, c'est là où Biden est l'espoir. Et moi, je me dis, au fond de moi, que je crois que cet homme, de par sa vie, il a ce qui a manqué aux autres. Il a une vue un peu morale et il a de l'empathie. Il n'a pas envie qu'une grande partie de la population vive avec 10 dollars de l'heure. Il n'a vraiment pas envie, je pense. Et donc, c'est pourquoi sa mandature est importante. Il faut absolument que l'économie soit très productrice de boulot. Il n'y a pas de raison avec tous ces projets de réhabilitation de l'infrastructure, de nouvelles infrastructures. L'économie, elle va bien partir. Et il faut aussi que Trump ne soit pas en état de pouvoir nuire quand on voit comme il n'y a pas de check and balance qui marche vraiment. Quand même, l'attaque sur le Capitole était une démonstration épouvantable. Et là, l'autre bonne nouvelle de la journée, à côté de l'IEA, vous savez ce que c'est que les procureurs de l'État de New York ont décidé de transformer l'enquête civile en enquête criminelle. Maintenant, il y a une enquête criminelle sur les comptes produits par Trump et ses sociétés. Et je ne vous cache pas que pour moi, c'est un grand espoir. De mettre fin à cette impunité qui règne. Ouais. Alors écoutez, moi, j'aurais trop de questions à vous poser, mais là, je vois que les questions du public sont nombreuses. Mais il faut les prendre. Il faut les prendre, alors nous y sommes. Et là, j'ai vu passer une question assez intéressante parce que vous avez beaucoup parlé des États-Unis. Alors, je lis cette question de Lucie qui dit « Que pensez-vous du fait que la décision d'imposer un taux minimum de 21% aux filiales à l'étranger, la levée des brevets, etc., viennent des États-Unis et pas de l'Europe, notamment parce que c'est peut-être difficile de se mettre d'accord à 26 ». Est-ce que ce n'est pas malheureusement un constat d'échec de l'Union européenne, nous demande Lucie, alors que les pays de l'Union européenne sont réputés plus progressistes que les États-Unis? C'est vrai que ça aurait dû être l'Europe. C'est vrai en plus que les textes sont prêts. Nous les avons votés, nous, le Parlement, et c'était transpolitique, hein, c'est-à-dire nous l'avons voté avec une assez grande majorité. C'était un projet beaucoup porté par les Verts, mais nous nous allions avec les conservateurs allemands, par exemple, sur ce projet. Donc les textes sont prêts, mais ils ont été bloqués au Conseil par les paradis fiscaux au sein de l'Union, parce que vous savez que sur les questions fiscalité, il faut l'unanimité. Donc la faiblesse du traité, c'est l'unanimité, mais c'est aussi une faiblesse politique,
parce que le traité contient le moyen de le contourner. C'est l'article 116 du traité qui permet, lorsque la concurrence est perturbée, et moi je pense que ces différents niveaux de fiscalité est une entorse au level playing field. Mais évidemment, Jean-Claude Juncker n'allait pas priver son pays de 40% de ses recettes. Donc, il ne l'a pas fait parce qu'il faut que la Commission le fasse. Et le commissaire financier était Moscovici, Pierre Moscovici, qui avait déjà été ministre des Finances en France et avait soutenu les banques. Donc, c'était sans espoir. J'avais l'espoir un peu peut-être que la nouvelle précédente aurait eu recours à cet article. Mais bon, l'Europe se trouve un peu affaiblie avec cette histoire de vaccination. Donc, c'est bon là que le leadership vient des États-Unis. Et il faut absolument que nous arrivions à faire évoluer aussi l'Union européenne. Et nous évoluons à grands pas. Le fait, et ça c'est une troisième bonne nouvelle du jour, c'est que la Cour suprême allemande vient de décider que ce n'était pas contraire à la Constitution allemande que l'Europe emprunte pour financer le plan de relance. Donc ça, c'était... donc il y a de bonnes nouvelles. C'est sûr que c'est plus difficile de faire bouger à 27 que président des États-Unis où vous pouvez y aller. Bon, il a la chance que la Géorgie a donné 2 sénateurs démocrates. La majorité est faible. Il a la majorité avec la voix de Kamala Harris qui compte double. Donc, il a la possibilité d'agir. Et c'est tout simplement merveilleux parce que je pense qu'il a, lui, compris que c'était maintenant ou c'était trop tard. Et surtout que s'il n'agissait pas maintenant contre les inégalités sociales, la société allait exploser. Donc, il fait ce qu'il faut faire au bon moment. Et je suis très heureuse que cela a tourné en sa faveur parce que j'ose imaginer le monde avec une deuxième mandature de Trump, de tout point de vue. Ça m'amène naturellement vers une question du public là, que j'ai vue d'un certain Thierry. Vous parliez d'une seconde mandature de Trump. Lui, il craint l'arrivée au pouvoir en France en 2022 de Marine Le Pen. Il vous demande, selon vous, quelles sont les sources de cette montée de l'extrême droite? Comment se fait-il qu'elle soit si populaire malgré ce qu'on a vu, le mouvement d'espoir un peu qui vient des États-Unis? Et que pensez-vous qu'on peut faire là, pour freiner cette tendance? Rien que ça, j'ai envie de dire. Moi, bon, d'abord, je suis persuadée qu'elle ne va pas être élue. C'est évidemment une crainte, mais nous sommes quand même nombreux en France à nous souvenir d'où elle vient, de l'extrême droite assassin et sale, vraiment, antisémite. Et elle a beau avoir redressé son image avec beaucoup de spin doctors, elle représente quand même, elle a eu ce parti fasciste en héritage. Hein? Et donc moi je pense qu'au dernier moment, les gens retiendront leurs mains. Mais bon, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les idées de l'extrême droite ont déteint aussi sur la gauche. On voit sur le thème sécuritaire, je trouve par exemple la révolte des policiers. Là. Je ne sais pas si vous regardez un peu la télévision française. Nous avons notre Fox News qui est BFM. Ils sont martelés pendant des jours et des jours, des heures et des heures. La justice est laxiste. La justice est laxiste. Elle libère les assassins des policiers, des femmes. Bon, tout ça, c'est des contre-vérités totales, je veux dire.
la justice n'a jamais été tendre avec des assassins de policiers. On ne classe jamais un dossier qui a frappé un policier, ce n'est pas vrai. Mais bon, ça a été tellement répété avec des cas si spécialistes et les autres gens n'ont pas accès à ces chaînes. Il n'y a pas le contrepoids. Et les statistiques ne marchent pas. On a beau dire, ce n'est pas vrai que la criminalité augmente, ce n'est pas vrai que les peines diminuent, ce n'est pas vrai qu'on relâche les assassins. Les gens ont envie de penser que les policiers, c'est vraiment eux qui devraient incarner la justice et l'État. Et je suis, moi, extrêmement choquée par le fait que notre ministre de l'Intérieur, qui représente l'État, et le ministre de la Justice, qui doit défendre la justice, mais ils ne le font pas. Parce que ce mouvement, et on l'a vu ça, on l'a vu en 1933 en Allemagne, on l'a vu ça. Quand on arrive à faire croire aux gens que seul l'homme ou femme fort peut sauver la démocratie, on sait ce que ça donne. Et on sait ce que ça donne lorsque on s'allie avec l'extrême droite. Pour moi, l'exemple terrible, là, c'est Israël. Qui pense que l'alliance de Netanyahou avec l'extrême droite, on voit aujourd'hui, il a la révolte dans les rues en Israël, que les Arabes qui vivaient paisiblement dans un régime sans doute d'apartheid, mais quand même relativement paisiblement, maintenant, il y a la révolte dans ces rues. Donc, en poussant le nationalisme au bout, il n'y a que la guerre. Et que notre président soit faible, de céder, que notre Premier ministre soit faible et cède, que nos ministres de l'Intérieur et de la Justice veulent mettre dans les tribunaux des observateurs qui rendront compte à la police du fonctionnement de la justice, mais c'est une honte. Et ça veut dire, ça en dit long sur le fait qu'il n'y a plus de différence entre le discours de ce que dit Macron et ce que dit Marine Le Pen, quoi. Et que ça, c'est pour moi, on a abandonné nos principes, on a abandonné, on ne sait plus, on n'a plus de leader charismatique ou même moral qui sait ce que parler veut dire et qui n'a pas peur. Et sans peur. C'est tout à fait intéressant ce que vous dites. Et bon, ça, on est dans un fait d'actualité. Je pense que la manifestation devant l'Assemblée nationale a lieu encore en ce moment. Peut-être qu'elle s'est terminée en France. Et vous parlez de l'affaiblissement ou de l'absence de soutien par le gouvernement à ces institutions fondamentales telles que la justice. Ouais. Puis, ça résonne dans votre parcours et dans ce que vous avez été pour la justice. Et on a beaucoup de questions à ce niveau-là, d'ailleurs, du public, parce que certains ont l'impression, on parlait avant de fraude, d'impunité fiscale, généralement le système qui favorise les impunités. Et là, je vois alors des questions, bon, je n'ai pas les noms, mais on nous demande, mais que pensez-vous des moyens de contrôle qui existent actuellement, des leviers sur la question est écrite, pour obtenir justice en cas de fraude, il semble que la corruption trouve toujours un chemin. Que peut-on faire? Que peut faire le gouvernement pour lutter contre la corruption et pour plus d'éthique, j'ai envie de dire, en politique? Donc la réponse là, c'est les institutions. C'est la haute autorité de la transparence de la vie publique, très fondamentale. C'est le parquet financier qui a aussi été créé après l'affaire Cahuzac et qui a rempli son rôle, qui a poursuivi Fillon, par exemple, et qui a poursuivi Nicolas Sarkozy et qui n'a pas tremblé. Mais vous avez vu les réactions des politiques face à ces poursuites? Plutôt que de dire on va débattre devant un tribunal indépendant et on plaidera notre innocence. On a vu lorsque Sarkozy s'est fait condamner, il est allé sur TF1, il a eu une demi-heure de grande honte pour dire que c'est une justice politique.
Et surtout, la grande manip, mais personne n'est dupe, c'est que Macron a nommé un ami de l'avocat et coup prévenu de Nicolas Sarkozy comme ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti, qui affichait, donc qui passait des vacances avec Herzog, qui a comparu, prévenu de complicité, de corruption, et a été condamné. Et clairement, pour tous les observateurs, c'était un coup politique, c'était un signe en direction de Nicolas Sarkozy, et c'était aussi un affront aux magistrats. Et la première, parce que Éric Dupond-Moretti a passé plusieurs années de sa vie à dire tous les mépris qu'il a pour les magistrats et pour l'institution. Et la première chose qu'il a faite en arrivant, c'était d'ouvrir une enquête disciplinaire contre la patronne du parquet financier qui avait donc fait l'enquête Sarkozy, donc affaiblir les institutions. Ça, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas pour assurer les bons fonctionnements. Et là, c'est justement, ce n'est pas l'intérêt général, c'est l'intérêt particulier, l'intérêt très particulier. C'est que les puissants ne supportent pas d'avoir à rendre des comptes et n'hésitent pas au plus haut niveau à affaiblir l'institution. Et ça, on va les payer un jour, toutes ces manipulations. Encore une fois, je pense qu'il y a une transition naturelle avec une question du public que je viens de voir apparaître, de Clémence, alors qui vous salue et vous remercie, d'ailleurs, je vois. Et bon, alors, le mieux, c'est que je dise directement sa question. Alors, si les problèmes sont systémiques, donc liés au système, elle dit politico-financier, on peut se demander, peut-on changer le système par le système? Il semble que les politiciens, les politiciennes qui veulent changer cela, une fois élus, ne peuvent pas ou ne veulent plus le faire. Donc appliquer ces réformes nécessaires. Peut-on mener des réformes si importantes dans des systèmes politiques, elle dit électoralistes en quelque sorte. Mais je crois que c'est surtout donc la question comment changer le système quand on observe que ceux qu'on met au pouvoir, une fois arrivés au pouvoir, changent de direction. Bon, moi, je pense que là, il ne faut pas être défaitiste. La réponse, elle est Biden, quoi. C'est-à-dire que personne ne pensait que cet homme qui a fait de la politique depuis 50 ans allait réellement faire des choses courageuses pour changer les inégalités, et même changer le monde. C'est-à-dire ces décisions sur la taxation minimale, elles changent pour le monde entier, et notamment en Afrique, les perspectives. Donc c'était une décision fabuleuse qui a été prise à l'intérieur du système. Et Biden s'est affranchi de Goldman Sachs, hein, qui ne voulait pas ça c'est sûr. Il s'en est affranchi. Parce que c'est justement, on n'est pas obligé de se coucher. Moi, ça n'a jamais arrêté de m'étonner. Qu'est-ce qui fait que les gens, pourquoi ils ne restent pas debout? Pourquoi ils ne font pas ce qu'il y a à faire? Et je pense quand même qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui ont cette capacité. Mais bon, il faut les entourer, il faut les surveiller, il faut que les institutions fonctionnent, parce que tout est dans le check and balance. Et personne n'a intérêt à l'affaiblissement des partis politiques. Le problème en France aujourd'hui, c'est aussi l'effondrement des partis traditionnels, des républicains gaullistes, qui ont un sens des biens communs, avec une analyse différente des nôtres, mais quand même au profit des populistes de tous bords. Et moi, je prétends que lorsque le président de la République, qui est le garant de l'indépendance de la justice, ne réagit pas devant tout ce qui se passe aujourd'hui, dans les attaques, mais
il faillit à ses obligations. Et vous direz que c'est parce que lui, il s'est appliqué à détruire les républicains et les socialistes se sont détruits tout seuls. Donc, et c'est ça, c'est un terrain un peu de désolation. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi le moment pour les Verts. Et nous avons la chance d'avoir beaucoup de militants de grande qualité. Donc, il faut aussi faire de sorte que les militants de grande qualité puissent investir les fonctions, parce que nulle part ailleurs, on voit des gens qui, pendant 30 ans de leur vie, mesurent la radioactivité dans une rivière ou luttent contre le superphénix. J'ai pensé à une chose, et je vais peut-être la clore ce petit discours. Machiavel disait qu'il y avait deux façons de combattre. Une des façons, c'est par la loi, et l'autre, c'est par la force. Et je pense que nous, les Verts, on utilise les deux. Et je pense là, par exemple, à Raymond Avrier, le militant vert de base de Grenoble, qui a attaqué légalement énormément de décisions. Vous savez, c'est lui qui obtient les sondages de l'Élysée ou qui a attaqué les différentes autorisations pour le superphénix et qui a fini par finir par les faire fermer. Mais pas lui tout seul, avec tous les autres Verts et la mobilisation antinucléaire. Nous avons eu raison sur ce coup-là. Et je pense que c'est ces combinaisons-là que les Verts manient assez bien. C'est comme José Bové quand il démonte le McDo. Ça, c'est la force. Mais bon, ça impacte beaucoup l'opinion. Et en même temps, il attaque tous les décrets. Moi, j'ai aidé la génération future à attaquer un décret d'application sur les pesticides. Nous avons gagné un Conseil d'État. Je veux dire, les deux, la force et le droit. Et donc, il faut que nous soyons nombreux, que nous soyons compétents. Le problème aussi, c'est que le monde est horriblement compliqué et que ça, c'est, il n'y a pas qu'à. Et qu'il y a énormément de connaissances à accumuler. Et donc, c'est aussi d'attirer des personnalités qui comprennent ce que ça veut dire de modifier les modèles de financement des vaccins. C'est pas simple. Mais bon, il n'y a pas de carrière présidentielle sur un ruine. C'était le titre d'un interview que je donnais à Libération il n'y a pas longtemps. Et donc, les institutions, il n'y a que ça de vrai. Donc, vive le parquet financier, il faut leur donner les moyens. Vive la haute autorité de transparence de la vie publique. Et vive le procureur américain qui va enquêter sur les malversations, les sous-déclarations, les surdéclarations de Trump. Il va peut-être arriver... c'est ça le check and balance entre les pouvoirs. Il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. En France, le judiciaire est trop faible parce que sous-équipé, sous-financé, mais depuis des décennies. Aux États-Unis, ils ont peut-être plus de moyens. Et ça, c'est les courants, comment on dit, c'est les bijoux de la couronne. C'est l'indépendance de la justice. Alors, Eva Joly, je crois qu'on arrive déjà au terme de notre rencontre. Il y a beaucoup de questions encore qui sont posées. Évidemment, on aurait bien aimé continuer plus longtemps. Alors, le format entre midi et deux va s'achever. Ouais. Je vais passer la parole à Ramzy, là, qui va pouvoir conclure. Ramzy Sfer, qui est notre tête de liste à Montréal. Puis, mais avant, je tenais à vous remercier donc d'avoir fait l'honneur de venir, par la même occasion de nous soutenir
Puis, évidemment, je ne peux pas m'empêcher que de passer le message aux gens qui nous écoutent et de les inviter à aller voter, Oui. puisque le vote en ligne va commencer à partir de vendredi, le 21, et jusqu'au 26, et qu'il aura lieu à l'urne le 29 dans nos circonscriptions d'Amérique du Nord. Alors, merci Eva Joly, et je passe la parole à Ramzi. Alors, Madame Joly, merci beaucoup pour votre soutien. C'est vraiment très important pour nous. Merci aussi pour vos combats. Sans vos combats, ben, beaucoup de choses ne seraient pas sur la scène publique, puis on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. J'ai vu plein de questions passer, puis on n'y a pas forcément répondu parce qu'on n'avait pas le temps, mais je veux juste rassurer nos amis qui sont présents ici que loin du dogme, nous ici, ce qu'on veut, c'est vraiment travailler ensemble. On est une liste de rassemblement, on est plusieurs listes de rassemblement. Alors, je veux rappeler que parmi nous, il y a des représentants des listes de la ville de Québec, il y a des représentants de la liste de Montréal, de Toronto et peut-être même de Vancouver. Donc, nous sommes présents partout au Canada. Nous présentons plus de 80 listes à travers le monde. Donc, à la question la plus importante, c'est comment on va pouvoir faire le monde de demain? Ben, c'est justement en faisant élire le plus de monde possible qui pensent comme nous et en se donnant le pouvoir, parce que si on est un ou deux élus, là, sincèrement, croyez-moi, ça va être difficile. On va nous entendre, mais on ne va pas nous écouter. Donc, c'est vraiment important de voter. C'est des élections où Thibault l'a dit au début. Notre premier électeur, le premier vainqueur, c'est toujours l'abstention. Donc, on va juste faire mentir cette tendance historique, je le dirais. Donc, voilà, donc, je vous rappelle encore une fois, on est le mouvement pour l'écologie et la solidarité, on est Europe Écologie Les Verts, on est la France Insoumise, on est le mouvement Génération, on est la gauche. Voici notre bulletin, je vous le montre parce que pour une raison tout à fait particulière, à Montréal, par exemple, vous allez voir qu'il y a 14 listes qui se présentent. C'est un sujet d'éthique que j'aurais aimé plus développer avec Madame Joly, mais la réalité, c'est que votez pour les personnes qui avancent démasquées. Et nous, on est démasqués. Vous allez regarder notre bulletin, vous allez savoir qui on est, c'est quoi nos valeurs. Alors, si vous êtes d'accord avec nous, votez pour nous. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, au moins, vous avez la garantie que vous n'allez pas nous donner un vote qu'on ne mérite pas. Sur ce, j'aimerais vous remercier d'avoir participé, puis au plaisir de vous croiser dans les jours et surtout les années à venir. Merci beaucoup.